Le gouvernement Rim Talbat II a consacré à une nouvelle composition du gouvernement avec des dénominations nouvelles, des fusions d'anciens ministères et une réduction du nombre de postes ministériels. Nous allons échanger sur certains concepts nouveaux qui sont apparus et pour ce faire, nous recevons Nicolas Zemané, enseignant à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Il est consultant indépendant également et spécialiste en sciences administratives. Nicolas Zemané, bonjour et bienvenue une fois de plus sur le plateau de Tweet TV. Bonjour Madame Kaboré, heureux d'être là encore une fois de plus. Alors sans tarder, l'ancien ministère de la fonction publique est maintenant ministère des serviteurs du peuple. Que renferme cette dénomination, serviteurs du peuple? Merci Madame Kaboré pour la question. Permettez-moi, parce que depuis la nouvelle année, c'est la première fois que je me retrouve sur votre plateau. Okay. Permettez-moi donc de présenter mes vœux les meilleurs à tous vos téléspectateurs et auditeurs, puisque vous émettez aussi en radio. Voilà, sur Watt FM, exactement. Et tous mes vœux, bien sûr, de santé et surtout de paix pour notre pays, qui en a tant besoin. Donc, pour revenir à la question que vous posez, et notamment sur la nouvelle dénomination voilà, du ministère jadis en charge de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Le concept serviteur du peuple, en réalité, si vous voulez, ce n'est qu'un simple rétablissement des faits, dans la mesure où, en réalité, c'est la bonne compréhension que l'on devrait avoir du fonctionnaire. Voilà, donc le serviteur du peuple renvoie à quoi? Renvoie tout simplement à ce monsieur ou cette dame qui a eu le privilège, bien sûr par des modalités assez bien organisées, de participer à ce qu'on appelle la gestion de la chose commune. Et cette chose commune n'est rien d'autre que l'intérêt général, et l'intérêt général n'est rien d'autre que ce que le peuple attend. Donc, par ricochet, tout fonctionnaire est appelé à servir, si vous voulez, tout simplement le peuple, servir sa nation, servir l'intérêt général. Donc ce concept, en réalité, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant dans la mesure où j'ai toujours milité dans le sens justement de mes enseignements à ce que les fonctionnaires aient cette conviction de leur rôle de serviteur plutôt que de se voir, comme on le dit vulgairement, souvent même dans des écrits officiels, travailleur du public. Ça n'a aucun sens, le travailleur du public. Le travailleur, c'est le travailleur. Le fonctionnaire, c'est le fonctionnaire, parce qu'il y a un distinguo clair qu'il faut faire à ce niveau. Alors, concrètement parlant, est-ce qu'il y a une plus-value dans cette nouvelle approche nominative ? Absolument, il y a une grande plus-value dans la mesure où, déjà, du point de vue symbolique, déjà, ça nous rappelle, en tout cas, comme je l'ai dit une fois de plus, la mission première, le sacerdoce qu'est, bien sûr, le fonctionnariat, la mission première des agents publics de l'État, et surtout, la posture que ces agents publics devraient désormais avoir. C'est vrai, je tiens quand même à préciser, parce que depuis que cette décision a été prise, il y a eu quelques amalgames où certains fonctionnaires se sont sentis un peu diminué entre guillemets, puisque y en a qui vont jusqu'à qualifier le serviteur de serveur. Non, le serviteur n'est ni serveur ni esclave. Le être serviteur de son peuple, être serviteur de sa nation, c'est, je dirais, le plus grand privilège qui puisse être donné à un Burkinabé, à un être humain, c'est-à-dire tout simplement. Parce que le serviteur, c'est avant tout celui qui accepte une mission sans attendre en retour forcément, voilà, c'est-à-dire quelque chose de matériel ou en tout cas voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que je fais le rapprochement avec l'aspect religieux, si vous voulez, les fondements religieux de la notion de serviteur. Beaucoup d'entre nous, beaucoup qui vous écoutent sont des chrétiens catholiques, mais quand on prend ne serait-ce que le rôle de la Vierge Marie dans tout ce que vous appelez la mission de Jésus, c'est-à-dire son rôle en tant que servante de Dieu, puisqu'elle a accepté cette maternité justement du Fils de Dieu, par cette humilité qu'elle a accepté à être servante de Dieu. Et ce même, si vous voulez, toujours dans la Bible ou même dans le Coran, vous verrez que ce même rôle de serviteur est reconnu à des personnes qui ont une certaine importance à nos yeux. J'ai souvent cité le cas des prêtres, des imams ou des pasteurs, que nous tous, nous respectons, mais sans nous demander pourquoi nous les respectons. C'est parce qu'ils se sont voués à une mission, celle bien sûr de conduire l'ensemble bien sûr des fidèles vers quelque chose de grand que nous appelons souvent le paradis, la félicité. Le fonctionnaire est dans cette dynamique.
il est d'ailleurs, si vous voulez, représentatif de ce que le peuple veut, de ce que le peuple voudra et de ce que le peuple attend toujours. Donc c'est pourquoi, pour moi, être un fonctionnaire, c'est un privilège, et c'est pas pour rien que ce privilège est soit d'abord à la plus haute autorité administrative du pays, qui est le président du Faso. Le Premier ministre et les ministres sont tous des serviteurs du peuple. Donc ce n'est pas une notion dégradante, bien au contraire, c'est une notion très noble. En fait, le concept est noble à mon sens. Donc, vous êtes convaincu réellement que le changement d'appellation ministérielle peut un peu influencer sur les comportements des agents publics? Absolument, ça va le faire. Je le dis précisément pour la simple raison que beaucoup n'étaient pas détachés en réalité de ce rôle de serviteur du peuple. Oui, beaucoup en étaient déjà convaincus. Très certainement, il y en avait aussi qui n'avaient pas encore compris, qui étaient malheureusement, malgré eux, dans une certaine ignorance de leur rôle. Et je dis une fois de plus, le serviteur, c'est le rôle le plus noble que l'on puisse obtenir, que l'on puisse jouer en tant que Burkinabé aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas un esclave. L'esclave ne postule pas à un concours pour y aller. Il ne passe pas des nuits blanches pour déposer ses documents. Non, il le fait parce que ici, il s'agit d'un privilège. Ce n'est pas du tout la même chose. Et j'insiste sur le fait que, au-delà de l'aspect psychologique, ça va avoir un aspect, si vous voulez, je vais dire quoi, ça va un peu générer, en tout cas, au sein des fonctionnaires, au sein de la population, même d'une manière générale, une prise de conscience du rôle réel du fonctionnaire. Et bien entendu, comme je l'ai dit, ça ne change pas fondamentalement les textes, puisque c'était déjà le cas. C'est un rétablissement de ce qui est et de ce qui devrait être de façon apparente. Donc, ça ne me poserait pas de problème aujourd'hui que vous m'appeliez serviteur du peuple. Au contraire, j'en serais très fier. Surtout dans ce contexte où nous sommes en révolution, je pense que... Vous faites bien de citer la révolution. Je voulais justement prendre l'exemple d'un autre changement que nous avons vécu dans notre histoire, un changement d'appellation, notamment en ce qui concerne le Burkina Faso. En 84, nous sommes passés de Haute-Volta à Burkina Faso, qui veut dire le pays des hommes intègres. Cela ne veut pas dire que les voltaïques n'étaient pas intègres. Non, l'appellation Burkina Faso n'a fait que faire ressortir ce que nous sommes réellement. Donc pour moi ici l'appellation serviteur du peuple fait ressortir ce qu'est le fonctionnaire réellement. Donc ce n'est pas en soi un changement de statut, c'est juste un rappel de ce que le fonctionnaire est censé être. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que l'administration publique burkinabé répond aujourd'hui aux attentes des usagers des Burkinabés? Tant bien que mal, parce qu'il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé avec l'eau du bain. Voilà, il faut reconnaître qu'il y a des difficultés, il y a des insuffisances, mais il y a aussi beaucoup, je le sais parce que je les côtoie pratiquement tous les jours, beaucoup de fonctionnaires qui vont au-delà de ce qui même leur est demandé. Si vous prenez ne serait-ce que le monde enseignant, voilà, aujourd'hui, d'ailleurs, je discute souvent avec certains qui réclament même qu'on les appelle souvent aussi VDP parce que c'est des volontaires, malgré l'insécurité. Beaucoup d'enseignants bravent, si vous voulez, les zones dangereuses pour aller assumer leur rôle justement d'éducateurs. Les agents de santé, c'est-à-dire il suffit de prendre ne serait-ce que ces deux grands secteurs de notre administration publique pour savoir qu'il y a du travail qui est fait. Et aujourd'hui, quand vous partez dans nos centres de santé, parfois vous êtes étonné de l'accueil. Les choses ont changé, les paradigmes sont en train de s'inverser, pas seulement depuis 3 ans, mais depuis un certain temps. Et aujourd'hui, il y a cette consolidation qui est là. C'est pourquoi il faut saluer vraiment de tous nos voeux, vraiment que ce genre de réforme continue à être adopté et surtout que ça soit vraiment implémenté. Pour moi, l'administration publique aujourd'hui a un grand défi. Le défi, c'est la réconciliation avec l'usager. Parce qu'il y a toujours cette grande partie des usagers, surtout beaucoup qui ont vécu si vous voulez, des expériences malheureuses au sein de l'administration, qui ont toujours cette mauvaise vision du fonctionnaire. Et justement, savoir aujourd'hui que le fonctionnaire est son serviteur va l'amener peut-être à changer sa donne, c'est-à-dire changer sa manière de voir les choses. Et c'est l'occasion, pour moi c'est ça, c'est l'opportunité pour les fonctionnaires aussi de se saisir de ce changement afin d'adopter une nouvelle posture. Parce que j'ai toujours eu en horreur ces fonctionnaires qui, une fois recrutés, se mettent dans une certaine posture de
condescendance vis-à-vis de l'usager. Ce sont des problèmes vraiment au niveau personnel qui croient que parce que je suis fonctionnaire, j'ai une certaine hauteur, je domine l'usager. Bien au contraire, le fonctionnaire qui a bien compris son rôle, c'est que l'usager et lui sont à la limite sur le même pied d'égalité, sinon l'usager est au-dessus de lui. Sinon, avoir cette attitude condescendante n'est rien d'autre que ce que j'aime appeler la perpétuation de l'œuvre coloniale, parce que c'est le fonctionnaire du temps colonial qui se comportait comme ça avec les usagers. Le fonctionnaire d'aujourd'hui doit comprendre qu'il est là pour servir son peuple et non pour l'exploiter. Parallèlement au ministère des serviteurs du peuple, le ministère de la Défense est devenu ministère de la guerre et de la défense patriotique. L'accent est mis sur des concepts forts, la guerre et puis la défense patriotique. Ben oui, c'est la même logique, Ici, c'est contextuel. Comme on le sait, le pays est en guerre depuis un certain temps. Le pays connaît des difficultés et le rôle de l'armée est de plus en plus centré. C'est vraiment l'institution phare en ce moment. Il suffit de regarder le budget qui est alloué pour nettement mieux comprendre. Donc, ce changement de nom est en fait encore une fois de plus qu'une réaffirmation de la mission première d'un État, de tout un État, même en paix. Et n'en parlons même pas un État en guerre, c'est la défense, c'est l'élévation en réalité de la population vers une certaine communauté de vue, ce qui ne peut être fait qu'à travers justement le patriotisme. Voilà, je dis souvent, c'est à travers le patriotisme que vous, Madame Kaboré et moi, nous sommes frères et sœurs. Voilà, sinon Kaboré et Zémané, nous sommes des familles différentes, mais si nous reconnaissons que nous avons une seule patrie, ça veut dire un seul patrimoine commun qui est notre territoire, qui est notre vécu, notre histoire, alors nous allons trouver, si vous voulez, les éléments nécessaires pour aller vers ce qu'on appelle un vivre ensemble. Voilà, parce qu'un État n'est réellement un État que si ce vivre ensemble est réel. Et le patriotisme, le fait de vouloir le défendre, le fait de vouloir en faire une politique publique à part entière, à travers d'abord l'appellation, mais aussi par des actes. Une fois de plus, j'ai dit l'appellation n'envoie pas tellement quelque chose de nouveau, ça ne fait que rappeler ce qui est déjà fait. Parce que vous savez que depuis un certain temps, l'affirmation du patriotisme agissant voilà, est devenue le leitmotiv, en fait, si vous voulez, de toutes les politiques publiques aujourd'hui. Donc, il faudrait nous rappeler à chaque fois que cela est une nécessité pour que nous puissions exister en tant qu'État et que nous puissions exister en tant que Burkinabé tout simplement. Ok. Il y a aussi la fusion du ministère des Infrastructures et du Désenclavement avec celui de l'Habitat et de l'Urbanisme, donnant naissance donc au ministère de la Construction de la Patrie. Selon vous, qu'est-ce qui a milité à ce regroupement dans une seule entité? Sûrement, c'est des raisons stratégiques. Je pense que nous sommes en train d'évoluer vers, si vous voulez, une forme de rationalisation des ressources publiques et surtout une forme de concentration en réalité des missions vers des objectifs bien précis. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais à chaque fois qu'il y a fusion ou scission, c'est toujours pour des choix stratégiques. Donc je pense que les premières autorités de ce pays, notamment le président et son gouvernement, ont sûrement vu en ce changement, c'est-à-dire, si vous voulez, un besoin de s'adapter à leurs objectifs qui se sont fixés, certainement pour les périodes à venir. Donc la construction de la patrie revient ici, comme vous le voyez une fois de plus, ce sont des messages forts, ce sont des symboles forts. Voilà, parce qu'en réalité, c'est quoi la construction de la patrie? La patrie, comme on le sait, c'est un symbole, c'est une abstraction. Mais tout ce qui est construction, prenons les infrastructures, tout ce qui est construction, prenons les infrastructures de base ou bien les infrastructures tout court, ne concourent qu'à l'édification en fait d'une nation forte. Donc pour moi, c'est la fusion ici qu'il faut voir comme une décision stratégique. Par contre, il y a un petit bémol parce qu'à chaque fois que nous avons vécu ça, des fusions ou des scissions, l'administration s'en est souvent retrouvée un peu déstabilisée. Justement, voilà. J'allais en venir surtout sur l'organigramme au niveau déconcentré. Oui, au niveau déconcentré, même au niveau central, parce que c'est d'abord du personnel que nous avons. Donc ça veut dire que cette fusion fait forcément rentrer, si vous voulez, en ensemble deux types de personnel, voilà, de deux ministères différents. Et les spécialités sont à prendre en compte dans l'ancrage, si vous voulez, institutionnel au niveau des ressources humaines. Donc ça, c'est il y a aussi le profil type. Par exemple, quand on a par exemple besoin d'un directeur régional, comment est-ce que voilà, le choix se fera?
Non, à ce niveau, ne vous inquiétez pas, parce que là aussi, une fois de plus, ne tombons pas forcément dans du corporatisme, parce que tout agent public qui est de niveau catégorie A peut assumer les fonctions d'un directeur régional. C'est avant tout du management, avant que la technique ne vienne. Et une personne ne dirige jamais seule une entité administrative, il a toujours des techniciens du domaine qui vont l'entourer, si toutefois lui-même il n'est pas du domaine. Et même s'il est du domaine, il est dans l'obligation de se faire entourer si vous voulez, de techniciens. Donc pour moi, à ce niveau, ça ne va pas vraiment poser le problème. Pour moi, le plus grand défi serait de travailler à gérer ce flux plus grand de ressources humaines, voilà, faire en sorte qu'il y ait une juste réallocation, en fait, si vous voulez, des ressources humaines, comme vous l'avez si bien dit, aux administrations déconcentrées, aux structures attachées, de sorte à garder l'efficacité recherchée, d'atteindre surtout l'efficacité recherchée par le gouvernement. Et le plus souvent, c'est ce qui traîne. Voilà, c'est pourquoi le ministre en charge de cette nouvelle institution, de ce nouveau ministère, devrait travailler rapidement à mettre en place son administration réduite pour travailler à mettre en place le reste de l'administration. Je pense notamment au secrétaire général. Éventuellement, c'est quand même un gros portefeuille, éventuellement un secrétaire général adjoint. Voilà, qui va lui permettre, bien entendu, de tenir compte du double voire du triple portefeuille qui lui est attribué actuellement. Au-delà de ce ministère-là, en termes de perspective et d'engagement, quelles réformes concrètes vous proposez alors pour accompagner le changement schématique des ministères pour en garantir son efficacité? Bon, dans la même logique, moi c'est surtout au plus haut niveau, le top management. Je le dis, si moi je suis assez, si vous voulez, enthousiaste pour cette réforme, c'est parce que tout simplement j'ai une conviction que le fonctionnaire burkinabé fait partie des plus consciencieux, voilà, de l'Afrique et surtout de l'Afrique de l'Ouest. C'est le plus travailleur d'ailleurs, entre guillemets. Je n'aime pas utiliser le terme travailleur, mais c'est le cas. Donc ce que je propose, c'est qu'au niveau ministériel, c'est surtout ça, parce que le premier serviteur, c'est d'abord celui qui est à la tête. Au niveau ministériel, qu'il y ait une certaine c'est-à-dire consolidation de cette réforme. Je le dis pourquoi? Parce que nous avons vécu des moments ici où des ministres sont venus négocier des salaires, entre guillemets, avant de prendre fonction. Ça, c'est des choses à bannir. C'est des choses à bannir parce que quand on vous appelle à être ministre, c'est la nation qui vous appelle à être un serviteur. Vous ne pouvez pas venir sous le fallacieux prétexte que vous aviez des avantages et que ces avantages doivent être consolidés par votre nouvelle fonction. La fonction de ministre n'est pas une fonction éternelle, c'est une fonction momentanée et ça doit être un honneur, je dis bien un très grand honneur pour tout citoyen burkinabé appelé à servir au poste ministériel ou à n'importe quel haut poste de la nation. Donc, il ne s'agit pas de venir négocier des émoluments parce qu'une fois de plus, dans aucun pays, excusez-moi du terme, sérieux au monde, vous ne verrez des hauts fonctionnaires venir négocier des contrats, quitte à assurer, comme on dira, leur équilibre financier. Non, vous venez parce que vous êtes convaincu que la cause que vous défendez est au-delà de toute attente pécuniaire, toute attente lucrative, et vous l'acceptez comme telle, vous vous soumettez au texte de votre pays. Et c'est à travers justement cette attitude que peut-être par le bas ne pourra que suivre justement ce que nous attendons. Parce qu'une fois de plus, j'aime prendre l'exemple d'Elon Musk aux États-Unis. Vous croyez qu'il aurait réclamé s'il avait été choisi comme ministre? Il a été pendant un temps. Il aurait choisi ce qu'il gagne parce que les États-Unis ne pourront jamais le payer. Ou même le président Trump, tout le monde sait que c'est un milliardaire. Voilà, est-ce que la fonction qu'il occupe lui permet de se rémunérer autant qu'il était, par exemple, dans le monde des affaires? Non, c'est un moment, c'est pourquoi d'ailleurs il ne faut pas appeler n'importe qui à la gestion publique. Généralement, ce sont des personnes qui ont atteint un certain niveau, voilà, de responsabilité, qui ont fait la preuve dans leur domaine de compétences et qui, quand ils viennent, ce n'est pas tant pour le côté pécuniaire, encore que ce n'est pas négligent, les avantages d'un ministre, d'un DG ou d'un secrétaire général, ce n'est pas tant pour ça, mais c'est surtout pour mettre son expertise, son savoir-faire, son expérience au service de sa nation. Et pour moi, cela devrait être une fierté pour tous. Donc, à mon sens, il faudrait peut-être bétonner ce texte qui traite des émoluments des ministres et de certaines hautes fonctions pour que les gens ne viennent pas négocier des salaires parce que ça ne sert à rien. Ok, dans ce contexte où nous sommes en révolution, où le patriotisme et l'engagement sont fondamentaux, est-ce qu'on ne devrait pas revoir un peu les critères d'évaluation? Les critères d'évaluation des agents publics? Des agents publics. Non, pas revoir les critères. Les critères d'évaluation des agents publics au Burkina
sont parfaits. Je dirais, nous avons peut-être les meilleurs critères d'évaluation. Ce qu'il faut, c'est les implémenter, c'est vraiment les mettre en œuvre. C'est ça, en fait, le problème actuellement. L'évaluation au Burkina pose problème parce que beaucoup d'agents publics ne sont pas en réalité évalués. Déjà, pour être évalué, il faut avoir un contrat d'objectif ou une lettre de mission. Beaucoup d'agents sont assis sans contrat d'objectif. Parce que je sais que les chefs de service sont évalués selon une fiche et même les agents également. Exactement. Voilà. Il y a une fiche d'indication des attentes qui est obligatoire normalement pour chaque agent en début d'année. Et à partir de 6 mois d'activité, vous pouvez faire l'objet d'une évaluation. Sur des critères, comme je l'ai dit, tellement bien ficelés. Il y a des critères objectifs, il y a des critères, si vous voulez, quantitatifs, et il y a des critères qualitatifs. Où il y a d'ailleurs la notion de sacrifice, la notion de patriotisme, le respect du bien public, tous ces éléments-là ressortent dans l'évaluation. Et bien entendu, ce que vous avez réalisé concrètement, c'est-à-dire les objectifs ont-ils été vraiment atteints. Et ce sont des choses qu'on peut évaluer de façon quantitative. Donc pour moi, la fiche d'évaluation, les critères d'évaluation ne sont pas à remettre en cause, c'est plutôt l'action même d'évaluer, c'est-à-dire la mise en œuvre justement de cette évaluation qui devrait faire l'objet d'un réaménagement. Merci, Monsieur Zemané, d'avoir répondu présent à notre invitation. Souffrez que je vous demande votre dernier mot. Oui, mon dernier mot, c'est juste encore appeler les fonctionnaires à être honorés, d'être serviteurs, à ne pas se laisser, si vous voulez, dévaloriser par certaines personnes qui, malheureusement, par leur ignorance, ne comprennent pas le sens du mot serviteur et surtout ne comprennent pas le sens du mot peuple. Parce que être dans le peuple, c'est d'abord, c'est aussi un droit, parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent aujourd'hui l'appellation, ne sont même pas éligibles à être dans le peuple parce qu'ils sont entre guillemets des citoyens approximatifs qui refusent par exemple de payer des impôts et autres. Donc être un serviteur du peuple pour moi doit être un honneur et j'appelle les fonctionnaires à en être fiers et même à en faire la promotion partout où ils seront. Merci d'avoir élucidé donc tous ces concepts pour nous. Là, on retiendra que derrière ces nouvelles dénominations, c'est l'engagement et la responsabilité du citoyen qui sont fondamentaux. Merci bien, exactement, madame. C'est bien ça. Merci et très belle journée à vous. Merci à vous également qui nous avez suivis. Excellente journée, à demain pour un autre numéro du DEJ Matinal Info.